Bienvenue à nouveau, je suis Joyce et vous regardez l'émission Génération sans divorce. Alors dans l'épisode précédent, nous avons vu les motifs de divorce que l'on peut regrouper en 3 groupes, à savoir le manque de vision dans le couple, le mauvais caractère et l'environnement externe au couple. Alors, vous savez que 83% des divorces sont liés aux problèmes de caractère. Donc, dites-moi, vous qui êtes ici, comment détecter les mauvais caractères de son partenaire pendant la période de fiançailles? Selon moi, en fait, je pense qu'il faut, entre guillemets, sortir de la romance, en fait. Parce que la romance aveugle. Et en réalité, il faut justement observer tous les petits signaux. Par exemple, si, je sais pas, on décide d'aller manger ensemble, est-ce que c'est quelqu'un de généreux? Si quelqu'un le bouscule, quelle est sa réaction? En fait, il faut vraiment avoir les yeux ouverts et avoir bien la tête sur les épaules et observer chaque comportement qu'il peut avoir et aussi poser des questions par rapport à la famille, par rapport à son passé amoureux, par rapport à sa gestion financière, par rapport à ses amis, par rapport au fait que ce soit une personne qui soit plutôt casanière ou quelqu'un qui aime beaucoup sortir, se promener, aller faire des visites d'exposition, être tout le temps avec ses amis. Faut poser beaucoup de questions et je pense que ça évite les désillusions après. Oui. Voilà. Je vais complètement dans son sens parce que en fait la phase de fréquentation c'est vraiment une phase d'observation et donc cette observation elle passe comme elle dit par la famille, elle passe par les amis et c'est pour ça que c'est important quand on se fréquente, de ne pas passer que du temps avec son fiancé ou avec son futur fiancé, parce que on a besoin en fait de l'observer, comment il se comporte en fait en famille, comment il se comporte avec ses amis, comment il se comporte à l'extérieur, enfin voilà, parce que toutes ces choses-là, ce sera des choses en fait que l'on va avoir au quotidien, donc il vaut mieux les avoir aperçues avant et pouvoir s'ajuster, se dire bon ben tiens c'est vrai que là j'apprécie pas trop comment tu t'exprimes envers tes parents, tu sais, enfin voilà, c'est vraiment l'occasion de s'ajuster et de se dire bon ben voilà, maintenant on va marcher dans un même sens parce qu'on est tous les deux d'accord sur la bonne manière en fait d'agir, même si on apprend tous les jours et qu'on va continuer en fait d'apprendre par la suite. Très bien, merci Nielsette. Moi je dirais que il faut avoir la mentalité un peu de celui aussi qui éprouve l'autre en fait. Éprouver sans forcément provoquer, c'est-à-dire essayer de voir en fait jusqu'où en fait la personne peut aller en fait. Est-ce que la personne se met en colère, pas pousser l'autre à bout, mais essayer de poser des questions type en fait. Je me souviens récemment, j'ai lu un article très édifiant en fait, c'était sur les caractéristiques de l'aigle en fait, qui est un animal royal, voilà. Et on disait que la femelle aigle en fait, lorsqu'elle se fait accoster par le mâle, elle se fait draguer, on va dire, il vient faire la cour, elle n'a pas de problème en fait, mais elle lui impose des tests en fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher un morceau de bois sur la terre, elle remonte très haut dans le ciel en fait, très haut, et elle lâche en fait. Elle remonte avec lui dans le ciel en fait, et elle lâche la branche en fait vers le sol. Elle lui demande en fait de récupérer la branche avant que la branche touche le sol en fait. Déjà, elle lui fait ça une fois, et s'il réussit en fait, le test continue, elle va plus haut, elle lâche, elle le fait ainsi de suite en fait, histoire de voir sa capacité à la protéger, parce qu'un jour elle pourrait tomber. Si je tombe en fait, est-ce qu'il peut me protéger? Si nos enfants tombent en fait, est-ce qu'il aura la rapidité en fait, la vitesse pour nous ramasser en fait? Et en fait, la femelle aigle en fait, elle regarde en fait aux valeurs intrinsèques du mâle en fait, pour voir est-ce qu'en cas de problème il pourra tenir. Et très souvent en fait, c'est ce que nous devrions faire en fait. Bon,
J'avoue que je ne connaissais pas cette information avant. Et maintenant, ça m'a enrichi personnellement. Mais je me suis rendu compte que c'est très intéressant en fait, de pouvoir jauger un peu l'autre en fait, sur ses finances, comme tu as dit, sur la capacité à protéger sa famille. Est-ce qu'il est fidèle? Et je pense qu'il y aurait moins de problèmes en fait. Il y aurait moins de désillusions. C'est une approche en fait, et ça permet en fait de savoir justement son caractère. Est-ce qu'il est battant, est-ce qu'il est fidèle, est-ce qu'il est persévérant, est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout pour moi en fait. Voilà. Très bien, merci William. La question suivante est comment travailler son propre caractère, on va dire son mauvais caractère. Gaël, est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Comment travailler son mauvais caractère? Bon, personnellement, je vais parler par rapport à ma vie personnelle. Comment j'ai... En fait, moi, c'est surtout d'avoir avec le Saint-Esprit, parce que c'est important d'avoir une relation, une communion avec le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle, en fait. Parfois, on veut toujours avoir raison, en fait. On pense toujours, on se défend toujours, mais c'est le Saint-Esprit, lorsque tu es ouvert au Saint-Esprit, il te révèle, en fait, que non, là, tu as tort, il faut que tu corriges. Là, il faut que... Le Saint-Esprit nous apprend à reconnaître nos fautes, nos défauts, Et c'est aussi en écoutant, en se formant, en écoutant des enseignements, en étant ouvert, en étant disposé en fait à accepter la correction. Que moi personnellement, c'est comme ça que j'apprends à corriger mon caractère. Très bien. Voilà. Merci Gaël. Ilsette? Oui, ben c'est vrai qu'après sur le terrain, on apprend beaucoup parce que comme je dis souvent, on s'ajuste. Donc, si je vois en fait qu'il y a une chose, qui lui plaît pas un jour et qu'il me le signale, ben je vais faire un effort justement pour éviter que ça se reproduise. Même si, on ne change pas du jour au lendemain. C'est pas parce que aujourd'hui on nous dit telle réflexion que le lendemain, on a arrêté, on est devenu parfaite entre guillemets, mais en fait c'est important vraiment de prendre en considération ce que l'autre personne demande, parce que c'est son besoin. Et si en fait elle nous fait part de cette chose-là, si elle nous dit que cette chose-là m'a dérangée, cette chose-là en fait a produit quelque chose en moi, donc ça veut dire en fait que si j'aime cette personne, je vais faire en sorte vraiment de pas reproduire ces choses qui vont après la blesser, pour la sérénité, la paix dans notre couple, quoi. Très bien, merci. Parlons brièvement de l'environnement externe au couple. Quand il y a des tensions entre la belle famille, ou bien quand la belle famille n'accepte pas le ou la partenaire, comment gérer tout ça? Je pense en fait que je n'encourage pas en fait des personnes à se marier si les parents ne sont pas d'accord, parce que on a besoin en fait de la bénédiction des parents pour pouvoir quitter entre guillemets sereinement le navire, pour pouvoir construire nos vies en fait. Et j'ai remarqué en fait que la plupart des couples qui se sont mariés sans le consentement des parents, devant ça a été la catastrophe en fait. Et au contraire, j'ai vu d'autres couples où les parents n'étaient pas d'accord, mais ils ont eu ce respect des parents là d'attendre. Je dis pas que c'est facile d'attendre, mais c'est quelque chose d'important en fait. C'est vraiment important. Maintenant, une fois que le couple est marié, la belle famille n'a plus à intervenir dans le couple, parce que la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et il va s'attacher à sa femme. Donc maintenant, chacun d'eux faisait partie d'une famille. Maintenant, les deux ont quitté et ensemble, ils forment une nouvelle famille où ils vont inscrire leurs propres valeurs, où ils vont décider comme on avait parlé tantôt en fait, du fait de marcher dans une vision. Eux deux vont créer la vision qu'ils ont décidé à deux, et les parents n'ont pas à s'immiscer là-dedans, ni les parents du mari, ni les parents de la femme en fait. Et il faut que chacun des conjoints ait développé suffisamment de maturité pour
entre guillemets, dire à son parent, je ne suis plus un enfant, je vais en parler avec mon épouse et je vais en parler avec mon époux et on va se mettre d'accord parce qu'on, comment dire, entre guillemets, j'ai envie de dire, on devient le parent l'un de l'autre et voilà. Très bien, merci Johanna. William, est-ce que moi je dirais que pour gérer en fait, pour gérer cette relation, c'est ça ma question. C'est entre autres, pour gérer la relation, c'est que il faut faire comprendre aux parents, en fait, chaque conjoint va faire comprendre à ses parents que une fois qu'on a quitté le cocon familial, en fait, on s'est attaché à l'autre. Les parents auront maintenant plutôt un rôle, on va dire, de consultant. À la discrétion en fait du couple, c'est-à-dire quoi que c'est pas aux parents de venir dicter les choses en fait. Les parents doivent intervenir si le couple en fait sollicite de l'aide en fait. Les parents doivent comprendre qu'il y a cette distance en fait qui est faite parce que si Dieu dit de quitter pour aller posséder son conjoint, posséder le mariage en fait, c'est pour un but parce qu'il veut que ce cordon soit coupé. Malheureusement, beaucoup de familles souffrent à cause de l'emprise en fait de la belle famille. La belle famille doit cohabiter avec nous, venir, mais il y a un cadre à respecter en fait pour l'épanouissement du couple en fait. Et c'est clair qu'à chaque conjoint incombe le rôle de dire à ses parents, tiens, papa, moi je suis parti, mes chers parents, je pars en fait, je vous quitte, je vous aime mais je pars, je vais vers une autre destination, je dois faire ma vie en fait. Si je vous appelle pour un problème, d'accord, intervenez, mais ne venez pas, ne venez pas vous immiscer en fait dans notre couple. Et autre chose que moi j'ai appris, franchement, ça m'a beaucoup aidé, c'est quoi? C'est que ne permets jamais, je dirais ça à quelqu'un ici, les gens me suivent, je sais, ne permets jamais en fait que, moi je parle en tant qu'homme, ne permets jamais en fait que ta mère en fait gronde ta femme en fait. Ne permets jamais ça. Moi j'ai jamais permis ça. C'est-à-dire, si ta mère veut gronder ta femme, ou alors si la mère de la femme a un reproche à faire, qu'il te le fasse à toi en fait. Et tu n'as pas besoin d'atteindre ta femme, elle n'a même pas besoin d'être au courant en fait. C'est ça qu'on appelle couvrir en fait la tête de ton conjoint, couvrir sa tête, couvrir sa nudité en fait. Parce qu'il y a des familles où à partir du moment où le mari qui manque de sagesse ou la femme qui manque de sagesse expose une insuffisance dans le mariage, c'est la petite étincelle en fait qui embrasse tout. On dit oui, je savais que oui, cette femme là était bizarre, je la sentais déjà, bon, je ne pouvais pas te dire, mais bon voilà, tu vois. Et les couples en fait sont disloqués en fait. Donc c'est très important. Et pour finir, je dirais, excusez-moi, c'est maintenir la loi de l'honneur en fait. Peu importe si les beaux-parents sont durs, s'ils sont envahissants, toujours les respecter, mais toujours mettre des limites en fait avec le respect et accompagner tout ça de la prière parce que Dieu change les cœurs en fait. Si tu as un parent qui est trop envahissant, tu peux dire à Dieu, Seigneur, la Bible dit que le cœur de l'homme est entre tes mains comme des courants d'eau en fait, agite. Voilà mon beau-père, ma belle-mère, elle est trop envahissante. Je ne peux pas me mettre à parler en fait. Seigneur, touche son cœur en fait, afin qu'elle ne vienne plus tout le temps, afin qu'elle ne nous dérange pas en fait. La prière, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, la Bible le dit, mais contre les esprits, les autorités, les dominations en fait. Parfois un esprit peut prendre possession de quelqu'un en fait pour venir bombarder le couple en fait. Et on a vu ça, les familles qui sont déchirées juste parce que la belle-mère ne veut pas, elle veut s'imposer. Parfois la femme ne donne pas, n'accouche pas, elle est stérile, ça peut arriver. Et on va lui dire oui, voilà, tu n'accouches pas, mon fils est avec toi depuis des années, tu n'arrives pas à me faire un enfant, voilà. On voit ça beaucoup en Afrique et ça m'attriste personnellement en fait, c'est un fardeau. J'ai même créé un produit audio par rapport à ça. Et bon, bref, c'est quelque chose qui est dans mon cœur en fait, c'est un fardeau, voilà. Merci William. Maintenant la question est comment un couple doit trouver l'équilibre entre les deux familles durant les fêtes par exemple. Gaëlle. Je vais laisser la parole à Lisette. Oui, alors les fêtes par exemple, nous l'équilibre qu'on a trouvé chez nous, c'est de passer en fait Noël chez l'un et après le jour de l'an chez l'autre. Et après, ça marche très bien. Nos familles sont contentes, sont heureuses. Donc,
on va pas se dire oui, non, ben, je vais tout mettre en fait chez une famille, je vais visiter que cette famille, je vais passer du temps que dans cette famille, mais en fait essayer de trouver vraiment cet équilibre, oui, voilà, pour se dire ben, je vais autant donner dans l'une que dans l'autre. Parce que c'est important, sa famille est importante, ma famille est importante. Et en fait, en nous mariant, sa famille est devenue ma famille et ma famille est devenue la sienne. Donc voilà, c'est vrai qu'au début, c'est peut-être pas naturel, mais au fur et à mesure, justement, en s'équilibrant et en essayant de trouver voilà, un certain équilibre. Bon, je sais pas quoi dire comme mot, mais voilà, oui, c'est important. Eh bien, Johanna et William, est-ce que vous avez... C'est rien à rajouter. Parlons brièvement d'argent. Comment expliquez-vous que des couples se quittent lorsqu'ils ont des problèmes financiers? Comment expliquer cela? Je dirais en fait qu'ils se quittent en fait parce que dès le départ, c'est-à-dire dès le commencement de la relation, les fondements n'étaient pas clairs. C'est-à-dire que peut-être que la question financière a pesé dans la prise de décision du choix du conjoint en fait. Et on a rencontré quelqu'un qui avait des moyens financiers ou soi-même aussi peut-être on avait certaines finances, etc. Mais maintenant quand vient un temps d'épreuve ou de difficulté, il n'y a plus... donc ces finances-là viennent à manquer. Le problème en fait est que le manque de finances vient révéler en fait que la question financière était une chose majeure en fait pour choisir le conjoint. Or maintenant quand des fois le Seigneur permet qu'il continue de travailler nos caractères, n'est-ce pas? Quand maintenant le Seigneur met ça à la lumière, la personne concernée par ce problème-là est complètement à la déroute en fait. Et elle peut se sentir dans l'insécurité, elle peut vraiment avoir à faire face avec la question du manque. Et c'est des choses qui n'ont pas été traitées en amont, qui n'ont pas été traitées quand elle était célibataire. Et en fait, la période vient juste être un révélateur de quelque chose qui existait déjà. Et bon, bien sûr, si aussi quelqu'un s'est marié parce qu'il était intéressé et voulait profiter de l'argent de l'autre, quand il n'y a plus, ce qu'on est venu chercher, on s'en va. Moi, je pense juste que ça révèle les fondations. Parce que tôt ou tard, en fait, les fondations, si elles sont mauvaises, en fait, elles vont être exposées. Ouais. C'est-à-dire, moi, je pense que, je ne généralise pas, mais tel que j'observe les choses, en fait, le Seigneur met souvent des gens qui commencent au même niveau. Parfois, c'est des gens qui n'ont rien. Ils se mettent ensemble, ils commencent, ils bâtissent quelque chose ensemble, ils grandissent en fait. Et très souvent, dans les couples, je ne généralise pas une fois de plus, où la femme peut-être, l'homme aussi peut venir trouver une femme qui a l'argent, ça peut arriver. Il n'a pas eu le temps d'étudier les fondations en fait. C'est pourquoi maintenant on revient à la question de connaître la personne spirituellement. Parce que si tu rencontres quelqu'un qui est intéressé à ton argent et que tu es un homme spirituel, Dieu te dira en fait que tiens, cette femme en fait elle vient pour les finances en fait. Ou alors, Dieu ne t'enverra même pas quelqu'un comme ça, je pense, à mon humble avis. Il ne va pas t'envoyer quelqu'un qui est là pour tes finances parce que tes finances c'est Dieu qui te les donne en fait. Dieu ne va pas laisser un dévoreur entrer dans ta vie. Donc tu as aussi dit que parfois Dieu permet des situations, d'accord, tu te maries, il crée des tempêtes un peu financières pour t'observer, pour que ton caractère soit exposé afin qu'il soit aussi travaillé en fait. Donc ce sont les fondations. Très bien. Les fondations en fait. Voilà. Merci William. Et donc vous-même, comment vous gérez vos finances ensemble? Comment gérez-vous vos finances? Nous, par exemple, quand c'est le payday, quand on reçoit notre salaire, on regarde ensemble quelles sont les dépenses qu'on va avoir. On répartit après, ça c'est pour les factures, ça c'est pour tel projet, ça c'est pour tel projet. Et voilà, en fait, on suit ce chemin ensemble. Et après, si je suis amenée à dépenser,
je vais lui en faire part, je vais lui dire bon tiens, j'ai dépensé tel truc ou telle chose. Et en fait, il y a une chose que j'ai beaucoup appris aussi, c'est que pendant mon temps de préparation, quand j'ai ressenti que c'était ma saison du mariage, j'ai vraiment commencé à me préparer même au niveau des finances, parce que c'est vrai que avant de rencontrer Gaël, j'étais très dépensière et donc voilà, donc pour moi l'argent c'était fait pour être plus dépensé quoi. Donc alors que lui il est très carré, enfin il sait où va son argent, il sait où, donc il y a un peu cette onction qui coule quoi au final, donc et le fait de le gérer ensemble, ça se passe beaucoup mieux parce que je m'adapte, j'apprends. Après lui aussi, il apprend de moi, je suppose. et voilà, donc au final, c'est beaucoup mieux en fait pour le couple, quoi. Très bien, merci Lisette. Et vous, comment gérez-vous vos finances? Nous, en fait, quand on s'est mariés, on a fait le choix en fait par exemple d'ouvrir un compte commun, mais tout en gardant chacun un compte personnel. Et au départ c'était, comment dire, moi j'avais très peur de l'escroquerie en fait. Mais j'avais vraiment très peur quoi. Donc même s'il me demandait 1 euro, j'avais mais je pouvais donner à d'autres personnes, mais pas à lui. D'accord. Ta grâce. Et c'était lui, il paye telle chose, moi je paye telle chose, mais sur ce point-là on ne marchait pas du tout dans la même vision. Mais ensuite, on a eu un temps en fait d'épreuve au niveau des finances et le Seigneur a permis que on puisse se marcher dans la même vision, fusionner, se dire les choses et que je puisse lui donner de l'argent. Mais lui m'en donnait déjà, mais je pouvais pas. Enfin après c'était je sais pas pourquoi, c'est très compliqué. Et moi j'étais la personne qui avait des peurs par rapport au manque, la peur de manquer, etc. Et le Seigneur m'a beaucoup éprouvée par rapport à ça, parce que c'était quelque chose de vraiment très très profond en moi. Et par rapport à la gestion financière, en fait, le Seigneur m'a demandé de gérer toutes les finances. Ouais. Donc c'est moi qui... souvent je fais un tableau prévisionnel, genre sur 6-7 mois. J'inscris toutes les dépenses, les choses à payer, les sorties, tout est calculé. Tout est calculé. Et voilà. Et en fait, par rapport à ça, le Seigneur m'a... Comment dire ? Il y a eu un moment en fait où j'ai dû sortir de la relation des deux, et c'était quelque chose vraiment à travailler en fait, moi et le Seigneur, sans lui, mais c'était vraiment quelque chose que le Seigneur a vraiment travaillé, il m'a vraiment restauré par rapport à ça, par rapport à la peur de manquer, et je suis guérie, amen. moi je dirais que en fait, elle a cette capacité à gérer en fait. C'est vrai qu'il y a eu ces peurs de manquer, mais en fait Dieu lui a révélé en fait qu'elle avait cette capacité à gérer. Et du coup en fait, à un moment donné, moi comme je suis quelqu'un de je suis très dans beaucoup de projets à la fois, je fais plein de trucs. Dieu m'a dit, je crois on rentrait du Cameroun, j'étais à l'aéroport de Bruxelles en fait, et il m'a dit laisse Joanna gérer les finances en fait. Elle a cette capacité, cette tension en fait, laisse la gérer en fait. Et je me souviens quand on était au Cameroun, j'avais eu beaucoup de contrats là-bas en photo. Les gens savaient que j'arrivais et j'avais des contrats de partout. Elle gérait l'argent dans des enveloppes en fait. Elle me donnait, je lui apportais l'argent et elle me donnait mon argent de poche en fait. Et je vous assure, moi ça me tranquillisait en fait. Ça me tranquillisait, mais un truc pas là. Voilà, ça me tranquille. Elle me dit, tiens, toi, pour le mois, tu as 50 000 francs CFA. Et chaque jour je viens, je prends mon enveloppe, je dépose, je viens, je remets, tu vois. Et je me suis rendu compte que, tiens, pour elle, en fait, c'est naturel de faire ça en fait. Et donc, en fait, c'est elle qui gère en fait. C'est elle qui gère les cartes bleues, tout ça. Je suis tranquille. Mais là, il faut que ce soit Dieu qui te dise que ta famille est comme ça. Il faut avoir ce genre de femme en fait. Parce qu'il y a des femmes qui chauffent les cartes bleues. Là, c'est une grâce. Donc, à un moment donné, on a dû, lorsqu'on a nos revenus arrivent, tout ça,
on met tout ensemble en fait. Et elle départage tout ça comme ça. Par contre, maintenant, ça a fusionné en fait. Voilà, ça a fusionné, voilà. C'est un peu ça. Très bien, soir avec moi. Ah, voilà. C'est vrai qu'il y a des écarts. Voilà, ouais. Très bien, merci. Et le truc, voilà, vite fait, le truc c'est quoi? C'est que il y a maintenant cette dépense responsable. On dépense de façon responsable, c'est-à-dire je vais dépenser, mais il ne faut pas que ça vienne empiéter sur notre bien-être général en fait. Voilà. Et on réfléchit, même par rapport au matériel, au ministère, tout ça. On s'entend, on se dit, bon, je vais acheter ça. Je lui dis, bon, moi, je vais prendre ça parce que voilà, et on avance en fait. Et pour les semences et tout ça. Voilà. Très bien, merci à vous. Et vous, comment gérez-vous vos finances? Eh bien, il est important, comme on a vu ici, de gérer ses finances avec son partenaire. Voilà, l'émission arrive à sa fin. Si toutefois vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Adressez-les-nous à l'adresse génération-sans-divorce@gmail.com. Et je vous dis à bientôt. C'était Joyce.